Bonjour à toutes et à tous, j'ai plaisir à vous retrouver, même si c'est à distance, pour ce cours de géographie de la France qui est complété par les cours de Dorothée Colton en travaux dirigés. Alors, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la France et à ces grandes transformations ? Précisément parce que ces transformations sont nombreuses et pour beaucoup extrêmement profondes. Vous savez comme moi que la France traverse une crise sanitaire sans précédent et qu'elle est touchée comme ses voisins. Cette crise va effectivement avoir des conséquences, qu'elles soient économiques, sociales, psychologiques, sur chacun d'entre nous. Avant cette crise, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui disait aussi quelque chose des transformations de la France, des transformations sociales, puisque ce mouvement est venu à l'origine de travailleurs pauvres qui, d'une certaine manière, se rebellaient contre la hausse des prix des carburants. Alors ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un éloignement entre le domicile et le travail et que la question des carburants est importante pour de nombreux ménages. Avant même le mouvement des Gilets jaunes, la France a connu des soubresauts en matière industrielle, en matière sociale. Et par conséquent, ces différents éléments qui caractérisent la France d'aujourd'hui, on va les analyser. On va les analyser à travers le prisme de la géographie. Alors, ce cours sera consacré à la France, mais la meilleure façon sans doute d'aborder la France en une dizaine de séances, c'est de faire le tour des régions. Alors, j'ai choisi de le faire avec les régions administratives. Ça n'a pas beaucoup de sens au plan géographique, mais ça nous permettra en une dizaine de séances, à hauteur de 2 régions par séance, de voir un maximum de ce qu'est aujourd'hui la France et des grandes transformations qui sont pour certaines subies et pour d'autres choisies. En termes de bibliographie, il est difficile de vous conseiller un ouvrage en particulier. C'est la raison pour laquelle je vous en propose plusieurs. Vous aurez à picorer ici ou là en fonction de vos aspirations, de vos moyens. La plupart de ces ouvrages, ceci dit, sont soit en libre accès, soit disponibles dans toutes les bonnes librairies, y compris en occasion. Alors, il y a un petit manuel qui s'appelle La géographie de la France, retenir l'essentiel, qui a été publié chez Nathan, collection repères pratiques, les auteurs Labrune et Juguet, un petit ouvrage qui va vous être utile pour, je dirais, vraiment retenir l'essentiel, commencer ce cours. Ensuite, un ouvrage à collection U chez Armand Collin, La France des 13 régions, sous la direction du géographe Laurent Carouet. C'est un ouvrage que j'ai largement utilisé pour préparer le cours magistral. Et je pense que Dorothée Colton, de son côté, l'utilise aussi, ne serait-ce que ponctuellement, pour les travaux dirigés. Ensuite, une édition spéciale du Monde, l'Atlas de la France et des Français en quelques 200 cartes. Les éditions du Monde, ce hors-série, c'est vraiment quelque chose de très sympa à lire. Vous pouvez le lire dans le désordre si ça vous dit. C'est un excellent soutien. Je l'ai aussi beaucoup utilisé pour préparer ce cours. C'est à la fois un voyage géographique et historique de la France. Ensuite, géographie de la France, collection Portail, toujours chez Armand Collin. C'est Héloïse Libourel qui en est l'auteur. Il s'agit pour beaucoup de fiches pratiques, mais ça vous permet d'avoir l'essentiel rapidement. Je dirais un complément intéressant. Sachez qu'il n'y a pas de géographie physique du tout dans cet ouvrage, mais vous avez des aspects relatifs à la géomorphologie, au paysage, etc. dans les autres ouvrages que je viens de vous présenter.
Et puis, vous avez aussi le Grand Atlas de la France. Alors là, j'ai l'édition 2018. C'est publié aux éditions Autrement. Ils font souvent des atlas. Et c'est un outil intéressant. Celui-ci est réalisé sous la direction de Franck Tétard. Et ça vous permet finalement de compléter les cours magistraux et les TD. Donc l'idée, c'est de revenir sur les ressorts de l'urbanisation, l'évolution du rapport ville-campagne, l'émigration domicile-travail, l'aménagement des côtes, l'aménagement des massifs, bref, toute une série de faits géographiques relatifs à l'aménagement du territoire qu'on va voir finalement région par région. Donc l'idée, c'est qu'on voyage ensemble pendant une dizaine de séances. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce cours l'année dernière. J'espère que même à distance, vous aurez du plaisir à le suivre. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés particulières. Et vous pouvez compter sur Dorothée Colton pour vous accompagner également de son côté. En guise de préambule à ce cours, une lecture d'abord de Paul Vidal de Lablache, fondateur de l'École française de géographie, né près de Béziers à Pézenas. Que nous dit Paul Vidal de Lablache ? Je cite: « Des révolutions économiques comme celles qui se déroulent de nos jours impriment une agitation extraordinaire à l'âme humaine. Elles mettent en mouvement une foule de désirs, d'ambitions nouvelles. Elles inspirent aux uns des regrets, à d'autres des chimères. Mais ce trouble ne doit pas nous dérober le fond des choses. Lorsqu'un coup de vent a violemment agité la surface d'une eau très claire, tout vacille et se mêle. Mais, au bout d'un moment, l'image du fond se dessine de nouveau. L'étude attentive de ce qui est fixe et permanent dans les conditions géographiques de la France doit être, ou devenir plus que jamais, notre guide. » Ce texte date de 1911. Ainsi, dans la France actuelle, qui connaît de profondes mutations, pareille peut-être à celle que connaissait la France de Vidal de Lablache, il y a des permanences à examiner pour comprendre les ressorts de l'urbanisation, l'évolution du rapport ville-campagne, les dynamiques démographiques, à commencer par le vieillissement de la population, l'exposition croissante des biens et des personnes face aux aléas naturels, qu'il s'agisse d'aléas incendie ou inondations, ou bien encore les fragilités sociales des territoires ruraux, des petits bourgs, des petites villes, qui constituent la charpente du territoire. Autant d'enjeux que vous aurez à traiter en tant que fonctionnaire, chef d'entreprise ou simple citoyen, et comme je l'espère pour vous, comme géographe, tant ce métier est passionnant. C'est pour acquérir des connaissances et comprendre une France en mutation que j'ai choisi d'entrer, je vous l'ai dit en guise de préambule, par les régions. Pas toutes les régions, malheureusement, en raison du temps qui nous est imparti, on se cantonnera à la France continentale. Donc, pas de Corse, à moins que le temps nous permette d'y consacrer la dernière séance. L'outre-mer sera traité, par ailleurs, par Dorothée Colton en travaux dirigés. L'objectif, je vous l'ai dit, est de brosser un tableau géographique de chaque région administrative. Ce n'est pas l'échelle idéale au plan pédagogique, mais c'est assez commode au regard du nombre de séances que nous aurons ensemble. L'ordre des séances est provisoire, mais c'est ainsi que nous procéderons. La première séance traite de la méga-région parisienne, pour reprendre l'expression de mes collègues de Rouen, c'est-à-dire d'un ensemble territorial allant de Reims à l'est, à Rouen à l'ouest, de Compiègne au nord, à Orléans au sud, même si nous focaliserons sur les enjeux du Grand Paris et les relations qu'entretiennent Paris et sa banlieue. Par la suite, 2 régions seront examinées par séance. Ainsi, seront associés l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et les Hauts-de-France, puis lors d'une 4e séance, la Bretagne et la Normandie, puis Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse le cas échéant, avant une séance conclusive qui nous permettra de revenir sur les principaux points que nous aurons traités région par région.
Je profiterai de cette séance conclusive pour vous entraîner, pour vous rafraîchir la mémoire dans la perspective du partiel final, dont j'ignore encore les modalités exactes, mais vous aurez un devoir, qu'il soit à faire en présentiel ou bien à distance. Le plan de cette séance introductive est le suivant. Je reviendrai d'abord très rapidement sur quelques définitions que l'on complétera au fil des séances. Puis nous prendrons ensemble la mesure de la France, la mesure physique de la France. Nous reviendrons sur les caractéristiques du territoire et j'ai préparé pour vous une capsule vidéo pour présenter le regard d'un géographe étranger sur la France d'aujourd'hui. Nous traiterons par la suite de la naissance du territoire français en quelques cartes qui se succéderont rapidement, puis sur la situation de la France en Europe, avant d'évoquer une France à l'autre avec l'émergence et la reconfiguration de nouvelles régions. Alors, premier point de cette séance introductive, quelques définitions. Il se trouve que en géographie, comme dans d'autres disciplines, le vocabulaire est très important. Il vous faut vous familiariser avec le vocabulaire géographique, c'est-à-dire avec des termes et des concepts que vous trouverez durant votre parcours universitaire et sans doute après. Difficile d'en sélectionner, j'en ai choisi 3 pour cette première séance. Je me suis d'ailleurs aperçu que ces 3 termes que j'ai choisis ne sont pas si fréquents que cela dans les manuels que je vous ai conseillés. Le terme de paysage. Le terme de paysage, il reviendra souvent dans mes cours et dans les cours de mes collègues à Paul Valéry. C'est en effet une composante clé de la géographie, qu'il s'agisse de géographie physique ou urbaine, de géographie rurale ou industrielle ou encore culturelle. Peu importe, le terme de paysage revient souvent. La définition la plus simple du paysage est la suivante. Le paysage désigne ce qui est visible à partir d'un point de vue. Retenez ça, le paysage désigne ce qui est visible à partir d'un point de vue. Autre terme important, le territoire. Le territoire, c'est un espace approprié par un groupe, une communauté ou un État et délimité par des frontières. Je vous redonne la définition. Le territoire est un espace approprié par un groupe, une communauté ou un État et délimité par des frontières. Dernier terme pour aujourd'hui, celui de région, que j'ai déjà beaucoup évoqué jusqu'à présent. Territoire dont l'étendue variable est déterminée soit par une unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief, du climat et de la végétation, soit par une communauté culturelle. La Ruhr, par exemple, est une grande région industrielle. Je vous répète la définition. La région désigne un territoire dont l'étendue est variable et déterminée soit par une unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief, du climat et de la végétation, soit par une communauté culturelle. D'autres termes, naturellement, reviendront souvent, car il y a une forme de novlangue à laquelle la géographie n'échappe pas. On parle ainsi de fracture territoriale ou d'espace périphérique. Il nous faudra lire et comprendre ce qui se cache exactement derrière ces termes. Alors, tout ce qui suit est censé être connu de vous. En effet, la géographie de la France est l'objet de nombreux enseignements au collège et au lycée. Autrement dit, vous connaissez déjà le territoire. Alors vous connaissez le territoire pour beaucoup parce que vous l'habitez depuis longtemps, parce que vous le pratiquez, parce que vous voyagez en France. Là, l'idée, c'est plutôt de vous rafraîchir la mémoire en vous rappelant quelques éléments clés concernant le territoire français et en particulier, vous l'avez compris, métropolitain.
Alors, la France continentale ou métropolitaine se situe à 45 degrés de latitude nord, schématiquement à mi-chemin du tropique du Cancer et du cercle arctique. Elle s'étend sur un peu plus de 550 000 km², ce qui la place au premier rang européen devant l'Espagne et la Suède, mais seulement au 45e rang mondial. À titre de comparaison, le territoire métropolitain équivaut à 18 fois celui de la Belgique voisine. La Belgique occupe une superficie de 31 000 km², et inversement, la France est 18 fois plus petite que le Canada, qui occupe quelques 9 millions de km². Elle est également beaucoup plus petite que la Russie, 17 millions de km², les États-Unis, 9,3 millions de km², la Chine, 9,6 millions de km², et le Brésil, 8,5 millions de km². En revanche, le domaine maritime de la France est très vaste, 12 millions de km². Grâce à ses départements d'outre-mer et à ses collectivités territoriales éparpillées dans les océans, l'Hexagone possède la deuxième zone économique exclusive derrière les États-Unis. Autre comparaison, à lui seul, l'Antarctique, c'est 25 fois la France. Cela permet de relativiser la place physique qu'occupe la France dans le monde. Alors, venons-en à la forme de la France. Sa forme est plutôt compacte et, comme l'illustre le schéma que vous avez sous les yeux, elle s'apparente à un hexagone aux côtés inégaux. Il faut un peu moins de 1000 km pour connecter Dunkerque au nord à Banyuls au sud. Il faut également un peu moins de 1000 km pour connecter Brest à l'ouest aux rives du Rhin à l'est. Aucun point du territoire n'est de surcroît à plus de 500 km d'un rivage. Les frontières de la France continentale s'étendent sur 5500 km, c'est-à-dire un espace, un linéaire relativement long. Et les 3/5 de ces frontières sont terrestres. Excepté une partie du territoire allant de la vallée du Rhin à la plaine du Nord, le territoire est d'une certaine manière protégé par des frontières naturelles. Je m'explique. Des frontières maritimes d'abord, avec du nord au sud, comme vous le voyez sur la carte, la mer du Nord, puis la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Des frontières terrestres aussi, difficiles à franchir, avec des reliefs qui comptent parmi les plus élevés d'Europe, à savoir les Pyrénées au sud et les Alpes à l'est. Alors venons-en précisément au relief, même si cette description sera faite à très grands traits. Le relief français constitue en quelque sorte un condensé des paysages européens dans la mesure où il est très varié, comprenant des plateaux calcaires déchirés par des cours d'eau puissants, de la haute montagne ou encore de grandes plaines. Le relief est modéré dans l'ensemble puisque l'altitude moyenne du pays est de 342 mètres et seuls 7% du territoire se situe au-delà de 1000 mètres d'altitude. Alors, pour clarifier les choses et en simplifiant beaucoup, le relief englobe 3 grands types. Le premier type, les bassins sédimentaires. Le deuxième type, de vieilles montagnes aux sommets arrondis. Le troisième type, les montagnes récentes aux fortes dénivellations que sont le Jura, les Pyrénées et les Alpes. Alors, revenons sur chacun de ces types. Le premier type, donc, les bassins sédimentaires. Ils comprennent deux vastes bassins. L'un aquitain qui couvre 80 000 km² et qui correspond grosso modo au Grand Sud-Ouest.
le bassin aquitain est ouvert sur de l'Atlantique et de très faible altitude, 135 mètres en moyenne. Il bute au nord sur les marges du Poitou, à l'est sur le Massif central et au sud, bien sûr, sur les Pyrénées. Le potentiel viticole et céréalier est très important. Des exploitations de gaz naturel y sont présentes également. Par exemple, les puits exploités par Total dans le bassin de Lac, du côté de Pau, même si ces puits sont destinés à être prochainement fermés. L'autre grand bassin sédimentaire, vous le connaissez, c'est le bassin parisien. 180 000 km², soit près d'un tiers du territoire métropolitain, et il est un peu plus élevé que le précédent puisqu'il atteint 500 mètres d'altitude par endroit. Alors, au sens large où l'entendent les géologues, le bassin parisien est une région géologique sédimentaire comprenant tout le centre nord de la France, débordant sur la Belgique, le Luxembourg, le sud-ouest de l'Allemagne, s'étalant du massif armoricain aux Vosges et de l'Ardenne au massif central. Sur cette coupe est ainsi représenté dans la partie est un gigantesque bassin d'âge carbonifère entre 295 et 215 millions d'années, de plus de 5000 mètres d'épaisseur. Les géologues estiment qu'il pourrait contenir d'importantes réserves en gaz de houille, avec un potentiel exploitable en Lorraine notamment. Alors, ce gaz est à différencier du gaz de schiste à l'origine de nombreuses polémiques sur les conséquences environnementales de son exploitation. Alors, sous le plateau lorrain également, la coupe fait apparaître de très anciens volcans fossilisés, âgés de 250 millions d'années. Par ailleurs, le bassin parisien recèle une réserve potentielle stratégique d'eau potable de très bonne qualité qui s'avère être très utile à l'agglomération parisienne. C'est aussi une terre de grande culture, en particulier de blé. Le blé est cultivé notamment en Beauce, en Brie et sur le plateau picard. Nous y reviendrons largement lors de la séance consacrée à Paris et plus largement à l'Île-de-France. Donc, le premier type, vous l'avez compris, c'est le bassin sédimentaire avec d'une part le bassin aquitain et d'autre part le bassin parisien. Le deuxième type de relief concerne les vieilles montagnes au sommet arrondi avec, à l'ouest, le massif armoricain qui s'étend sur presque 70 000 km² et avec pour point culminant les monts d'Arrée. Alors attention, on atteint des hauteurs qui sont en réalité très très faibles, c'est-à-dire 380 mètres d'altitude. Alors, ce paysage est intéressant, c'est un paysage de landes et de bruyères assez comparable à celui de l'Écosse, balayé par les vents d'ouest, par les dépressions qui viennent régulièrement de l'ouest, et fréquemment arrosé, avec peu d'arbres aux tiges et moins densément peuplés que les côtes bretonnes toutes proches. À l'est, les Vosges, 7000 km² qui dominent la plaine d'Alsace et culminent à 1424 mètres d'altitude avec le ballon de Guebwiller. Dans cette région, l'industrie forestière a longtemps joué un rôle important au plan économique. L'embouteillage d'eau de source et d'eau minérale est une activité qui s'est développée depuis la fin du XVIIIe siècle sur le territoire du parc qui recouvre largement le massif des Vosges, réputé donc pour être le château d'eau des prairies environnantes. Il y a de petites stations familiales de ski comme la Bresse et Gérardmer qui attirent une clientèle régionale. Là, le paysage est très différent de celui des Monts d'Arrée et il ressemble davantage à celui du Canada avec beaucoup de forêts de résineux et de lacs dispersés un peu partout. Enfin, toujours sur ce deuxième type de massif ancien,
au centre de la France, comme son nom l'indique, le Massif central, 90 000 km², avec une altitude moyenne de 715 mètres de hauteur, et avec pour point culminant le puits de Sancy, où coulent les sources de la Dordogne, vous le savez peut-être. Donc à noter qu'on parle de la chaîne des puits en Massif central, compte tenu de la place des volcans, 80 volcans au total. Je reviendrai évidemment en détail sur la chaîne des puits dans la séance qui sera consacrée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, troisième et dernier type, donc les montagnes récentes aux fortes dénivellations que sont le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Alors, commençons par le Jura, qui occupe 5840 km² à la frontière suisse, d'une altitude moyenne de 660 mètres, avec comme point culminant la craie de la Neige à 1718 mètres d'altitude. Vous en avez une illustration avec un paysage remarquable et pour le coup très différent de ceux qu'on a pu voir auparavant. Les Pyrénées ensuite, qui sont constitutifs de l'isthme étroit qui sépare le golfe du Lion du golfe de Gascogne. Ils s'étendent sur 18 000 km². C'est une chaîne massive, fortement marquée par l'empreinte glaciaire, un véritable obstacle physique aux communications entre la France et la péninsule ibérique. Je reviendrai sur la chaîne des Pyrénées à l'occasion de la séance consacrée à la Nouvelle-Aquitaine et à l'Occitanie. Et en dernier lieu, les Alpes, bien sûr, qui couvrent côté français 35 000 km² et culminent, comme chacun sait, à 4810 mètres d'altitude, avec le Mont Blanc dont vous avez une illustration devant vous. La chaîne comprend 300 km² de glaciers dont on mesure actuellement le rétrécissement spectaculaire en raison du réchauffement climatique. Les grandes vallées alpines sont touristiques et pour certaines d'entre elles encore industrielles, avec des vallées spécialisées dans l'industrie métallurgique ou dans la plasturgie. Nous y reviendrons également lors des prochaines séances. En résumé, donc, trois types de relief. Le premier type, les bassins sédimentaires, avec le bassin aquitain et le bassin parisien, de vieilles montagnes aux sommets arrondis, à savoir les Vosges, le massif armoricain et le massif central, et puis les montagnes récentes à forte dénivellation, le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Alors, aux massifs élevés font écho des côtes variées. Et pour cause, le littoral français s'allonge sur 2500 km et plus de 6000 km si l'on tient compte des coupures. À l'ouest, le pays est bordé de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique. Cet ensemble se singularise d'une part par de fortes marées, jusqu'à 14 mètres de marnage au Mont-Saint-Michel, et d'autre part par une plateforme continentale qui s'élargit du Pays Basque en direction du Nord. Les côtes peuvent être schématiquement classées en trois grands types, là encore, des côtes rocheuses, des côtes à falaises et des côtes sableuses. Revenons sur chacune d'entre elles rapidement. Les côtes rocheuses sont souvent élevées et bordent un arrière-pays montagneux. Elles ont un tracé sinueux et très découpé. C'est le résultat de l'envahissement par la mer des parties basses du littoral. Il en est ainsi en Provence, par exemple. Voici un exemple de côte rocheuse qui présente d'étroits couloirs escarpés et taillés dans le calcaire. Ici, les calanques de Cassis, près de Marseille, à proximité de La Ciotat, de Bandol ou encore de Sanary. En Bretagne aussi, il y a des côtes rocheuses, des cahots de granit comparables à ceux que l'on trouve dans l'Argoate, c'est-à-dire dans la Bretagne de l'intérieur, sont visibles depuis la mer, comme à Perros-Guirec dans le Finistère.
Ici, à Roscoff, dans le Finistère, contrairement à la Méditerranée où le paysage est relativement stable, eh bien, le paysage breton change radicalement entre la marée haute et la marée basse. Le marnage atteint par endroits plus de 10 mètres, en particulier du côté de la baie du Mont-Saint-Michel. On l'a dit, les marnages, à l'occasion de très forts coefficients, peuvent dépasser les 10 mètres. Et vous voyez sur cette image combien les paysages peuvent changer entre marée basse et marée haute. C'est une des singularités de ce secteur. Alors, venons-en aux côtes à falaises. Les côtes à falaises bordent les plateaux picards et normands. Ici, la plage d'Étretat en Normandie, alors qu'on connaît parce qu'elle est régulièrement photographiée et elle a été peinte notamment par les impressionnistes. Donc, d'importantes parois verticales dominent des plages de galets. L'érosion fait son office et crée de véritables cathédrales côtières aux formes très variées. Des bâtiments et des activités agricoles reculent très progressivement sous les coups de butoir de la mer et les blocos de la Deuxième Guerre mondiale disparaissent petit à petit compte tenu de l'érosion assez forte sur ce secteur. Troisième et dernier type, les côtes sableuses. Elles sont très basses, rectilignes en Flandre et dans les Landes. Elles sont très urbanisées en Languedoc, y compris sur les lits d'eau, c'est-à-dire les espaces de terre qui séparent la mer et les lagunes. Depuis l'avènement de la mission Racine dans les années 1980, après près de 20 ans de chantier pour l'aménagement de la côte touristique de la côte. Alors, non, on reviendra sur la mission Racine à la fois quand on abordera la région Occitanie et en fait l'ex-Languedoc-Roussillon. Je reviendrai sur le rôle clé de Racine et de Balladur, notamment pour la construction de la Grande Motte et toute une série de stations balnéaires. Et puis j'y reviendrai également dans un autre cours de licence 1 qui s'intitule « Enjeux et problématiques de l'aménagement ». Alors il se trouve que les côtes, la côte du golfe du Lion s'étire sur 220 km de long et ce qui la singularise précisément, c'est qu'elle est basse et sableuse et donc très tributaire des effets de l'érosion, des tempêtes. Elle est soumise pour une bonne part au risque de submersion marine. Et il y a donc une côte qui est très dynamique, mais cette dynamique ne date pas d'hier. Le littoral a considérablement évolué au cours des derniers milliers d'années. On le voit là sur la carte que vous avez sous les yeux. Le littoral a considérablement évolué. Je vous invite à lire à ce sujet les travaux de mes collègues Tony Ray ou Benoît de Villers. Retenez que les côtes sableuses sont soumises à l'érosion, que globalement elles reculent majoritairement, pas partout, mais majoritairement, et qu'elles sont dans certains secteurs très urbanisés, à commencer par le secteur qui est tout près d'ici, aller à Palavas, à Carnon, et dans ces... à quoi 8-10 km de Montpellier, et vous verrez un littoral très urbanisé, et qui dit côte basse et urbanisée dit évidemment risque à l'occasion des tempêtes. Alors je vais maintenant parler très rapidement du climat. Alors là, encore une fois, c'est vraiment des révisions de ce que vous avez pu voir par le passé quand vous étiez au collège ou au lycée. Donc je vais aller très très vite. Alors d'abord, qu'est-ce que le climat ? Le climat est une représentation
synthétique des conditions météorologiques caractérisant une région donnée. Il est défini par les valeurs moyennes, généralement sur 30 ans, et la dispersion autour de la moyenne des grandeurs météorologiques que sont la température, la pluviométrie, le vent ou encore l'ensoleillement, et des phénomènes particuliers tels que le brouillard, les orages ou encore la grêle. Alors, notre territoire métropolitain comprend 5 grands types de climats. À l'échelle mondiale, la France bénéficie d'un climat qui est dit tempéré. Elle connaît une pluviométrie répartie tout au long de l'année et des températures relativement douces. Ces caractéristiques sont dues à la latitude moyenne et à la dominance des vents venus de l'Atlantique. Toutefois, les régions connaissent des climats variant selon leur latitude, leur altitude et la proximité ou non de la mer, renforcée par leur position par rapport aux 3 importants massifs montagneux que sont les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Alors, en première approche, on distingue donc 5 grands types de climats en métropole. D'abord le climat océanique qui couvre les côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres par endroit dans les terres. Un climat océanique altéré qui passe par le bassin parisien jusqu'au sud-ouest. Un climat semi-continental ensuite qui correspond à une large partie du Grand Est. Un climat de montagne qui caractérise le climat des Pyrénées, du Massif central, des Alpes et dans une moindre mesure du Jura. Et puis enfin le climat d'ici, le climat méditerranéen qui s'étend de la frontière espagnole à celle de l'Italie en remontant la vallée du Rhône assez loin jusqu'au nord de Montélimar. Alors, il se trouve que les principales conclusions de récents travaux sont assez précieuses pour nous. Vous savez que le climat a changé au cours des derniers siècles et des derniers millénaires, mais la révolution industrielle, la mondialisation des échanges, l'urbanisation du monde et la déforestation à des fins agricoles précipitent le réchauffement climatique. Et donc le climat est amené à évoluer à nouveau finalement dans des temps qui sont très courts. En métropole, dans un horizon proche, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à 2050, trois points clés sont à retenir de ce que nous disent les scientifiques. D'abord, une hausse des températures moyennes entre 0,6 degrés et 1,3 degrés. Donc les températures moyennes vont augmenter à court et moyen terme, et en particulier dans le sud-est en période estivale. Deuxième point, une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans un quart sud-est, mais c'est finalement le sud de la Loire qui est concerné. Et puis un troisième point, une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart nord-est. À plus long terme, d'ici la fin du siècle, sur une période allant grosso modo de 2070 à 2100, les tendances modélisées sont les suivantes. Elles sont modélisées à partir des tendances observées au début du siècle. Une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios, y compris des scénarios médians. La poursuite de la diminution des extrêmes froids. Troisièmement, des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie du sud du pays, susceptibles de s'étendre à l'ensemble du pays, et puis un renforcement des précipitations pluvieuses extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec une forte variabilité des zones concernées. Donc pour cette
partie concernant le climat à grands traits, moi je retiens finalement deux éléments clés. Finalement, la France est bien lotie à l'échelle du monde parce qu'elle a un climat qui est plutôt agréable, doux et facile à vivre en quelque sorte. Et quand on zoome à l'échelle de la métropole, on se rend compte qu'il y a une gradation importante de l'ouest à l'est, avec un climat océanique à l'ouest jusqu'à un climat semi-continental à l'est, et des climats spécifiques montagnards pour les massifs les plus importants, et une toute petite partie de l'hexagone qui est concernée par un climat méditerranéen. Ensuite, ce que je retiens, c'est que finalement l'horizon est assez sombre, puisque les experts prédisent, compte tenu du réchauffement climatique, que ce soit à court, moyen ou long terme, des tendances préoccupantes, des températures moyennes plus élevées, des jours de canicule probablement plus nombreux, des canicules elles-mêmes plus fréquentes, des tempêtes sans doute qui vont avoir des conséquences en termes d'inondation, avec des précipitations extrêmes, mais des variabilités évidemment fortes, le sud de la France étant particulièrement exposé aux épisodes pluvieux orageux intenses, très courts et souvent spectaculaires. Alors, revenons maintenant sur la situation de la France en Europe. Cette situation est relativement avantageuse. Regardons cela ensemble très rapidement. On l'a dit plus haut, la France continentale est située au carrefour de deux Europes, en quelque sorte. Premièrement, elle est à l'interface de l'Europe septentrionale et de l'Europe méridionale. C'est notamment pourquoi ces autoroutes comptent parmi les plus empruntées d'Europe occidentale pour le transport de marchandises, ou bien tout simplement durant les vacances, pendant ce qu'on appelle les transhumances des vacanciers du nord de l'Europe vers les rives de la Méditerranée ou le sud de l'Atlantique. Deuxièmement, elle est ouverte sur la Méditerranée et surtout au plan commercial vers le Royaume-Uni, auquel elle est physiquement reliée par le tunnel sous la Manche et au-delà vers l'Amérique du Nord. Alors, le Brexit change un peu la donne. De nombreux convois de marchandises à destination de l'Irlande, par exemple, privilégient désormais un passage direct, par exemple à partir de Cherbourg, pour éviter de perdre du temps avec les droits de douane en Grande-Bretagne. Alors, en tout cas, ce que je retiens, c'est que la France, pour une fois, le mot n'est pas galvaudé, constitue effectivement un carrefour européen pour les hommes et pour les marchandises. C'est la raison pour laquelle ces autoroutes sont très empruntées. Alors, précisément, les autoroutes sont nombreuses en France. Le pays est bien relié à ses voisins, à ses nombreux voisins, compte tenu de sa position géographique, à l'Espagne, à l'Italie, à la Suisse, à l'Allemagne, au Luxembourg, à la Belgique. Donc la France est bien reliée par ses voies routières et autoroutières à ses voisins, et elle a un des réseaux routiers et autoroutiers les plus modernes, les plus sécurisés et les plus denses au monde. Alors la carte que vous avez sous les yeux suggère à tort que la Bretagne n'est pas desservie par les autoroutes. En réalité, il y a des voies rapides en Bretagne très comparables aux autoroutes. En revanche, ces voies routières sont gratuites. Je reviendrai lors de la séance consacrée à la Bretagne sur le plan routier breton.
Alors, la France se singularise, je vous l'ai dit, par un réseau routier important. Il se trouve que le réseau routier, comme le réseau ferroviaire, c'est un réseau en étoile, c'est-à-dire partant de Paris. Paris-Lyon-Marseille est à la fois un axe historique que le chemin de fer puis les autoroutes ont conforté et un axe stratégique à l'échelle européenne. La France bénéficie de sa proximité avec ce que Roger Brunet appelait la banane bleue, banane bleue qui s'étend du bassin de Londres à la Hollande, du Benelux et de l'Allemagne jusqu'à l'Italie du Nord en passant par Bâle et naturellement par le nord de la France, notamment la région lilloise, qui est l'un des moteurs de cette région économique. Donc la France est à proximité d'une région toujours dynamique sur le plan économique, en particulier sur le plan industriel, en tout cas pour ce qui reste d'industrie en Europe occidentale. Ne négligeons pas l'importance des échanges frontaliers pour les employés, mais aussi pour les produits, pour les services, qui contribuent à un jeu d'influence mutuelle entre les régions situées de part et d'autre des frontières, que ce soit des frontières avec l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Italie et l'Espagne. En résumé, ce que je retiens ici, c'est surtout une position géographique avantageuse en Europe et des réseaux ferroviaires, routiers et autoroutiers particulièrement performants, sécurisants et denses, qui place bien la France dans le jeu des échanges européens et en font une des locomotives européennes en la matière. Alors je vous propose une très courte capsule vidéo que j'ai tournée voici peu au Canada. L'idée c'était dans cette séance introductive de vous finalement de vous faire partager le regard d'un collègue sur la France. Comment la France est-elle finalement perçue par les géographes étrangers? Alors en l'occurrence, c'est Frédéric Lasserre, professeur de géographie et d'aménagement du territoire à l'Université Laval à Québec, au Canada, qui explique brièvement et de façon spontanée, sans préparation quelconque, comment il voit la France et en quoi elle se singularise à ses yeux. Alors, j'ai une vision du territoire français qui est certainement très influencée, orientée par un regard québécois. Donc c'est sûr que de mon point de vue, surtout lorsque j'ai commencé à vivre en France à partir de l'adolescence, je trouvais que c'était un petit territoire, ce qui évidemment est une représentation biaisée. C'est quand même un des pays les plus importants spatialement d'Europe, mais j'étais frappé par les distances beaucoup plus réduites que ce que je connaissais au Québec ou au Canada. Pourtant, premier paradoxe que j'ai été confronté, malgré ces distances beaucoup plus réduites, on trouve une beaucoup plus grande diversité de paysages que ce à quoi j'étais habitué au Canada. Donc, en l'espace de quelques dizaines de kilomètres, les paysages changeaient complètement et ça me marquait beaucoup quand j'étais jeune. De voir qu'on pouvait passer de zones urbaines à des zones de grande culture intensive, à des zones de montagne avec une nature parfois beaucoup plus sauvage que ce que je pouvais voir, ce qui est évidemment aussi faux puisque cette nature sauvage, même dans les Alpes, elle est en grande partie parcourue, elle a été utilisée par les hommes depuis des siècles et des millénaires, mais c'est l'image que j'en avais, en contraste aussi dans les paysages, dans la nature, parfois même une nature beaucoup plus contrastée, sauvage que ce que je pouvais voir chez moi. Et troisième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi cette diversité des paysages, la sédimentation historique qu'on peut lire aussi dans les paysages français. Il y a beaucoup plus d'histoires qu'on peut voir que ce qu'on peut voir au Canada. Donc ça se voit dans le paysage, dans la façon dont celui-ci a été façonné par les humains, dans la construction des centres urbains, des villages, qui est une grande richesse par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres régions, en particulier au Canada, où l'histoire est beaucoup plus brève dans ce qu'on peut lire dans les paysages. Alors le schéma qui suit a pour but de montrer combien le territoire français a évolué au cours du siècle.
les frontières, vous le savez, ne sont pas figées depuis très longtemps. Donc l'idée finalement c'est de revenir là très rapidement sur la naissance de la France et l'évolution donc du territoire. Alors ce schéma là qui vous présente l'évolution spatiale du territoire français de 511 à 2019, alors on pourrait aller jusqu'à 2021, hein, le territoire n'a pas évolué depuis. Il est extrait de l'Atlas de la France et des Français du monde que je vous ai présenté dans la petite capsule introductive. Alors on va aller très très vite, hein. Le but c'est pas de s'étendre là-dessus, mais juste que vous reteniez que les frontières évidemment d'un pays évoluent au cours des siècles et des décennies. Alors, vous avez ici une image de ce qu'était la France en 511 à la mort de Clovis. Alors, juste un mot de Clovis, qui est un mérovingien et qui est finalement l'héritier de l'un des petits royaumes barbares établis sur les ruines de l'Empire romain d'Occident. En fait, Clovis ne va cesser de rassembler sous son autorité un immense territoire, des Pyrénées à la Rhénanie, et par son baptême dans la foi catholique, il est baptisé à Reims avec 3000 guerriers francs le 25 décembre 498, il va rallier à lui les élites gallo-romaines et assurer l'avenir de sa dynastie sur les Regnum Francorum, c'est-à-dire le royaume des Francs, qu'il aura lui-même fondé. L'ancienne Lutèce, qui a pris le nom des premiers habitants de la région, les Parisis, accède pour la première fois au statut de capitale. Alors elle va le perdre et puis le retrouver au fil de l'histoire, et l'on ne désigne plus la région sous le nom de Gaule, mais sous le nom de royaume des Francs, dont la postérité fera Francie puis France. Alors une deuxième image qui est celle du royaume des Francs à la mort de Charlemagne en 814. Alors un mot de Charlemagne qui est l'empereur du renouveau occidental. Charlemagne est lui l'héritier d'une illustre famille franque originaire des environs de Liège. Il va consolider et porter à son apogée le royaume reçu de son père, Pépin le Bref, lui-même fils de Charles Martel. En près d'un demi-siècle de règne, dont la moitié consacrée à la guerre, Charlemagne restaure un semblant d'État sur un territoire d'environ 1 million de kilomètres carrés, peuplé d'une quinzaine de millions d'habitants, de l'Ebre en Espagne à l'Elbe en Allemagne jusqu'au Tibre en Italie. Charles divise son royaume en comtés sous l'autorité d'un compagnon du roi et en 250 entités de base du nom de pagie, d'après le mot latin pagus qui désigne une circonscription rurale. En France, beaucoup de ces pagies sont devenus à la Révolution des départements. Donc Charlemagne va finalement, grâce à la guerre, essentiellement constituer un immense empire qui va se disloquer par la suite compte tenu des rivalités des familles et des successeurs de Charlemagne. Alors en 1031, à l'an 1000, la France est une France morcelée, une France des principautés, et il se trouve que la France sera morcelée plusieurs siècles durant. En 1483, à la fin du règne de Louis XI, le territoire s'étend un peu vers l'est, mais il est bien moins important que ce qu'il est aujourd'hui. Alors en 1770, la France d'aujourd'hui s'esquisse. Alors il manque entre autres le duché de Savoie et le comté de Nice, mais ça correspond grosso modo à la France que vous connaissez. La France de la Révolution est
à peu de choses près celle d'aujourd'hui. Durant cette période, les constituants aidés de hauts fonctionnaires en fait, vont redessiner la carte administrative du pays en créant les départements. D'une part, il faut à tout prix faire oublier les féodalités et les régions auxquelles on les associe de façon à clore le chapitre de la monarchie. Et d'autre part, il faut organiser l'administration publique du pays pour en faciliter le contrôle de la population, la fiscalité, les transports ou encore la police. Donc cette période-là va être extrêmement importante pour finalement organiser le pays dont on hérite aujourd'hui. J'y reviendrai évidemment à l'occasion des prochains cours. Alors, évidemment, Napoléon Ier, vous le savez, constitue un empire presque aussi vaste que celui de Charlemagne à la suite de victorieuses batailles. Paris redevient la capitale de la France après que Versailles ait été au cœur de la monarchie sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Mais évidemment, l'Europe va considérer que Paris va être la capitale continentale, même si Londres demeure une rivale historique. En tout cas, sous Napoléon Ier, l'empire continental est vaste, quasiment celui de Charlemagne, encore une fois, et Paris retrouve sa place de capitale à la fois politique, économique, administrative. Par la suite, avec Napoléon III et son serviteur, le baron Haussmann, on peut aussi évoquer bien sûr Belgrand et d'autres, Paris va conforter son rôle de grande capitale européenne et de capitale mondiale. Et en même temps, évidemment, Londres va demeurer une rivale. À ce moment-ci, les frontières sont assez stables. C'est le début de l'expansion territoriale de la France hors de l'Europe. La France, comme ses voisins anglais, néerlandais, allemand, portugais et espagnol, devient une grande puissance coloniale. Alors, d'une certaine manière, elle le devient sur le tard par rapport au Portugal ou à l'Espagne, ou même par rapport à l'Italie. Mais elle s'installe durablement en Afrique du Nord. L'Algérie deviendra un département et la Tunisie et le Maroc des protectorats. En 1914, à la veille de la Grande Guerre de 1914-1918, la Première Guerre mondiale, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine à la suite de la guerre de 1870, mais elle étend peu à peu son empire au gré des opportunités, tantôt diplomatiques, commerciales, militaires, dans le reste de l'Afrique, notamment dans l'Afrique de l'Ouest et en Asie. Le reste de l'Afrique est en quelque sorte partagé avec les autres pays européens. Je pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à l'Italie, etc. Et on se partage aussi une partie de l'Asie. Alors, c'est immédiatement après la Seconde Guerre mondiale que l'Empire français est à son apogée. La France est alors présente sur tous les continents. Séparation à l'amiable et guerre d'indépendance vont mettre fin à cet empire colonial français. La guerre d'Algérie a marqué cette période et reste aujourd'hui encore une plaie ouverte entre les deux côtés de la Méditerranée. Je saisis cette opportunité pour vous dire que l'historien Benjamin Stora a récemment remis un rapport à ce sujet au chef de l'État, un rapport qui est disponible sur le site internet de l'Élysée. En tout cas, retenez que 1946 correspond vraiment à l'apogée de l'Empire français. Et évidemment, en 2021, la France d'aujourd'hui paraît bien modeste. Elle se limite à la métropole, à la Corse
et aux territoires ultramarins. Territoires ultramarins qui jouent un rôle important au plan économique, grâce au tourisme évidemment, mais aussi du fait des ressources naturelles dont ils disposent, comme c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie par exemple, où on va voter une 3e fois pour ou contre l'indépendance par rapport à la France. Mais sachez que la Nouvelle-Calédonie bénéficie déjà d'un statut spécial et que, quel que soit le résultat du troisième vote, les 2 premiers étant majoritairement favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, sachez que le statut de la Nouvelle-Calédonie est amené à évoluer de toute façon. Alors, c'est aussi une chance d'avoir ces territoires ultramarins sur le plan écologique, compte tenu, encore une fois, des millions de kilomètres carrés, 12 millions de mémoire, de mètres carrés et d'océans sur lesquels la France est souveraine. Alors souveraine avec, ceci dit, d'énormes difficultés de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette évolution spatiale du territoire français ? Vous voyez que finalement, au cours des siècles, le territoire a tantôt été très dilaté et la France était largement sortie des frontières que vous connaissez aujourd'hui, en direction de l'Allemagne ou bien de l'Italie. Et puis, à l'inverse, il y a eu des périodes durant lesquelles le territoire s'est en quelque sorte recroquevillé. Et ce mouvement, cette évolution doit bien être pris en compte. Les frontières mettent du temps à se stabiliser. Alors aujourd'hui, la France, c'est 67 millions d'habitants en 2020, une densité de 117 habitants au kilomètre carré, avec évidemment des nuances, vous l'imaginez, entre la Lozère, qui compte moins de 15 habitants au kilomètre carré, et la région où certains secteurs sont très denses et dépassent plusieurs milliers d'habitants au kilomètre carré. Alors venons-en pour terminer à la France administrative et en particulier aux nouvelles régions, puisqu'on va explorer la géographie de la France à travers ces nouvelles régions. Alors, avant d'aborder les nouvelles régions, les départements. Depuis l'Assemblée constituante du 26 février 1790, la France est découpée en départements, 83 départements à l'origine. La France compte aujourd'hui 101 départements, 95 sont situés en France métropolitaine, 2 en Corse et 5 dans la France des Outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Alors, il y a un changement récent en métropole puisque le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ont fusionné en janvier 2021 pour ne faire qu'une collectivité d'Alsace. Alors, concernant les régions, depuis le rapport d'Édouard Balladur, daté de 2009, Édouard Balladur qui au passage est un ancien Premier ministre, les régions françaises sont souvent jugées trop petites par rapport aux échelons régionaux des autres pays européens, par rapport aux Länder allemands ou aux provincia espagnols, voire même à certaines régions italiennes. Donc la réforme territoriale engagée à partir de 2014 avait pour objectif affiché d'améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires. Alors, cette volonté se traduit par un renforcement de l'échelon régional, en clarifiant les compétences des régions, mais aussi en donnant à ces dernières une taille critique suffisamment importante sur le plan géographique, démographique et économique. D'où le passage de 22 régions à 13 régions. Alors,
les 13 nouvelles régions. On dit 13 nouvelles régions, mais c'est pas si simple. Les régions Bretagne, Île-de-France, PACA pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pays de Loire conservent leur périmètre, leur nom et leur préfecture. La région Centre-Val de Loire ne voit que son nom modifié et la Corse conserve évidemment son périmètre et son statut évolue par ailleurs. Les 16 autres anciennes régions ont en revanche fusionné en 7 nouvelles régions, que sont la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, qui résulte de la fusion de l'ex-Languedoc-Roussillon et de l'ex-Midi-Pyrénées, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vous laisse examiner les tableaux que j'ai préparés pour vous, qui suivent, lesquels tableaux classent les régions en fonction de leur superficie, de la population et d'autres critères comme le taux de chômage par exemple. Alors, c'est très descriptif, mais cela peut s'avérer utile pour comparer évidemment les régions les unes aux autres. Alors, j'en ai terminé, voilà pour ce premier panorama, très succinct, très caricatural, j'en conviens, mais c'était pour la majorité d'entre vous un simple rappel. Alors, s'il y a des étrangers parmi vous, évidemment, réécoutez cette vidéo et surtout, tournez-vous vers les ouvrages que je vous ai conseillés tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine pour notre premier voyage. J'ai choisi la région Île-de-France qui, contrairement à l'idée que l'on s'en fait, est majoritairement rurale, même si c'est à la fois une région qui est plus peuplée et qui concentre plus d'administrations et d'entreprises que les autres. Voilà. Mais on va revenir donc sur la région Île-de-France, sur le Grand Paris, sur cette méga région parisienne. On va essayer de comprendre ses forces et ses faiblesses, le processus d'urbanisation du territoire, le fait que c'est une grande région agricole, c'est à la fois une très grande région en termes de production industrielle, de tertiaire, mais c'est une grande région agricole, et on reviendra sur les différentes caractéristiques du Grand Paris, et puis j'essaierai de démêler pour vous les différentes formes de Grand Paris. Il y a le Grand Paris de l'agglomération parisienne, il y a une intercommunalité qui s'appelle Grand Paris, il y a une sorte de Grand Paris physique et qui correspond grosso modo à Paris intramuros et aux départements limitrophes. Donc je vais essayer de clarifier un petit peu les choses sur qu'est-ce que c'est le Grand Paris, les différentes formes de Grand Paris. Je reviendrai sur la région Île-de-France et puis sur finalement l'Île-de-France dans ce vaste bassin parisien dont je vous parlais tout à l'heure et bassin parisien qui dépasse largement l'Île-de-France. Ça me permettra aussi de toucher d'une certaine manière un petit peu aux Hauts-de-France, à la Normandie, à la région Grand Est, à l'Est, etc. Bon, c'est un premier cours, une séance introductive. L'idée, c'est que vous puissiez vous appuyer sur cette vidéo pour réviser et reprendre des éléments, et surtout il faut que vous développiez ce que je vous ai dit ici et que vous le développiez grâce aux supports que je vais vous déposer sur Moodle. Les supports reviennent sur chacun des points que j'ai soulevés. Ils développent pour certains points, et puis que vous appuyez sur les lectures. Je vous souhaite un bon cours, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.